On va parler ce soir avec notre invité des orientations du nouveau gouvernement, le gouvernement Victoire Toméga-Dogbé, qui était devant le Parlement le 2 octobre dernier. Ce gouvernement a obtenu l'onction du Parlement en présentant sa déclaration de politique générale axée essentiellement sur 3 grands points. Nous évoquons tous ces sujets tout de suite avec notre invité, le ministre des Droits de l'Homme en charge des relations avec les institutions de la République, également porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel Yannis. Merci d'être notre invité. On va parler d'abord de ce gouvernement qui est sorti, première fois dirigé par une femme. Les femmes également sont fortement représentées à plus de 30%. C'est une innovation, c'est l'expression d'une volonté particulière du président de la République. Absolument. La question du genre dans la gouvernance publique dans notre pays a toujours été une préoccupation du président de la République. Je vous souviens, quand on reprend ses discours passés, qu'il avait déjà même annoncé la parité. Oui. Mais vous savez, c'est un objectif à atteindre avec différentes étapes intermédiaires. Nous avons commencé à faire des progrès sur la candidature des femmes aux élections nationales et locales. Nous avons encore poursuivi par l'accroissement des femmes dans les institutions de la République. Et puis aujourd'hui, au gouvernement, nous avons atteint le quota de plus de 33%, qui est un quota international proposé, soutenu jusqu'à maintenant. Et il me semble que c'est un saut qualitatif important. Et vous noterez d'ailleurs que le profil, non seulement de Madame le Premier ministre, mais de toutes ces dames qui participent à la gouvernance, ce sont des dames de très grande qualité professionnelle, de très grande qualité personnelle également. Alors là, je le notais aussi, le Premier ministre, c'est une femme. Monsieur le ministre, vous vous sentez à l'aise d'avoir pour chef de gouvernement une femme? Alors, je vous dirais oui. Pourquoi? D'abord parce que pour ma thèse de doctorat, j'ai été dirigé par une femme. Et ma mère a l'avantage d'avoir été la première pasteur du Togo. Et donc, finalement, dans mon environnement personnel, c'est même pour moi quelque chose vers lequel je pense que le chef de l'État a fait extraordinairement bien de tendre. Mais vous savez que je suis chargé des relations avec les institutions de la République. Et que nous avions depuis la 6e législature, une femme présidente de l'Assemblée nationale. L'exemple qui est donné par Madame Tchegan Yawa à la tête de l'Assemblée nationale inspire véritablement à confier encore de plus grandes responsabilités aux femmes. Il me semble qu'aujourd'hui, d'avoir Madame le Premier ministre, Victoire Toméga-Dogbé, à la tête du gouvernement, il me semble que c'est un aboutissement extraordinaire. Et cela surtout doit être une émulation pour toutes nos jeunes filles qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de plafond de verre. Il n'y a plus de plafond de verre par rapport aux femmes, aux hommes. Ces inégalités sont en train d'être brisées et que chacun peut prétendre, dans une république où la concurrence des compétences et la disponibilité sont mises en valeur, naturellement, chacun a sa place. Alors, vous l'avez rappelé, une femme à la tête du Parlement, une femme à la tête du gouvernement. On a également une jeune femme aujourd'hui, secrétaire générale de la présidence de la République. Beaucoup de femmes au gouvernement. Finalement, c'est parce que les hommes ont un peu déçu aussi. Non, je pense que cela ne doit pas se lire de cette manière. Mais jusqu'à maintenant, nous avons fait une politique scolaire de la jeune fille pendant des années. Cela produit ses fruits. Puisque quand vous commencez à mettre une fille à l'école, il faut lui laisser le temps de grandir et ensuite de pouvoir assumer ses responsabilités. La deuxième, ça montre aussi que notre pays commence à ne plus être complexé par la question du genre. Et que nous voyons les femmes aujourd'hui comme de parfaites égales qui peuvent assumer ses responsabilités. Je vous note que la Commission nationale des droits de l'homme, qui est mon interlocuteur également dans mon champ de compétences, également dirigée par une femme. Que le médiateur de la République togolaise est une femme et que le Haut Conseil à l'unité nationale et à la réconciliation nationale est aussi une femme. Et il me semble que quand on est dans cet environnement et qu'on voit le professionnalisme avec lequel elles font leur travail, naturellement, on est inspiré à dire, finalement, qu'est-ce que nous avons de plus qu'elles? Nous sommes tous des êtres humains avec les mêmes compétences, les mêmes chances dans la vie, et il me semble que les responsabilités sont ouvertes à tous. Alors, voilà, donc c'est des femmes qui sont aux affaires. On attend de les voir à l'œuvre, surtout Madame le Premier ministre. Mais pour beaucoup de personnes, Christian Trimois, c'est ce gouvernement, c'est comme si Faure Gnassingbé a ripolliné son équipe, mais que ce sera du même. Nous avons 15 nouvelles entrées dans cette équipe. Vous avez vous-même évoqué la qualité des personnalités qui sont dans cette équipe. Celle qui était déjà au gouvernement, qui avait donc une expérience importante, bien capitalisée. Il me semble que je suis un exemple de cela aussi. Et tous ceux qui, aujourd'hui, ont déjà fait leur preuve à la tête de différentes institutions à l'avance. Ce ne sont pas des gens qu'on a pris au chômage pour les mettre au gouvernement. Ils ont dirigé
des entreprises, il y en a qui ont dirigé des services publics, il y en a qui ont dirigé des institutions de la République. Et quand vous parlez de Madame le Premier ministre aujourd'hui, elle a été directeur de cabinet du président de la République, elle a battu le record de longévité à la tête du cabinet du président de la République. Il me semble que c'est un signe de compétence importante qui fait qu'au contraire, on devrait plutôt lui donner aujourd'hui, si vous voulez, tous les atouts de l'optimisme dans la réalisation des buts qu'elle s'est fixés, et dont elle a fait la déclaration devant le Parlement le vendredi dernier. Ça veut dire qu'on va avoir du neuf dans l'action? Absolument. Bien, naturellement, l'équipe est recomposée à moitié, ça voudrait donc dire qu'il y a du neuf qui se construit sur de l'ancien. Il y a donc une capitalisation, il n'y a pas de rupture. Mais naturellement, les Togolais attendent du neuf. Vous avez évoqué la question des porte-parole, par exemple. C'est une innovation. Deux porte-parole. Non seulement on a une première fois le poste de porte-parole, la deuxième fois dans notre, disons, sous le président Faure, mais nous en avons deux porte-parole. Pourquoi? Ça voudrait donc dire que le souci de maintenir une communication permanente, il vous souvient que l'un des reproches qu'on a souvent fait à nos gouvernements, c'était le déficit de communication. Le président de la République avait à cœur de compenser ce déficit-là et de dire il faut de la disponibilité vis-à-vis des journalistes que vous êtes, que nous puissions porter l'information et la voix du gouvernement vis-à-vis de vous, mais également du grand public. Et aussi qu'on ait de la disponibilité pour écouter et pour répondre aux questions. Et puis, au-delà de ce que mon collègue, le ministre Akoda Yehudan et moi-même sommes porte-parole du gouvernement, nous sommes aussi animateurs de la prise de parole de tous nos collègues. C'est-à-dire que nous sommes quelque part ceux qui devront mettre en musique la présence permanente de chacun de nos collègues dans leur domaine de compétences vis-à-vis du peuple togolais et vis-à-vis de la presse. Et donc, c'est un exercice qu'on fait à deux. Nous avons un avantage, lui et moi, de nous connaître depuis de très longues années, de nous entendre depuis de très longues années. Nous avons été, par exemple, promotionnés de la même université. Nous sommes des anciens de la même université. Nous avons été de la même école d'avocats, tous les deux. Et donc, naturellement, cela crée des complicités dans le travail et il me semble que cela facilite également l'organisation du porte-parole du gouvernement. En tout cas, sur ça aussi, on attend de vous voir à l'œuvre. Alors, quand on vient sur les chantiers que Madame le Premier ministre a détaillés devant le Parlement, il y a 3 axes. On va revenir sur ces axes, mais on a l'impression que c'est un peu comme des choses qui avaient été déjà explorées sous Classou. On a changé un peu la terminologie. C'est ça? Non, je vous avais expliqué tout à l'heure que nous faisons du neuf au bout de l'ancien. Naturellement, il n'y a pas de rupture. Les 3 axes qui sont dégagés aujourd'hui comme axes de travail du gouvernement de Mme Tomega Dogbe sont extraits du PND, du Programme national de développement. Et donc, naturellement, il ne s'agit pas d'une invention extraordinaire parce que, précisément, nous avions déjà un programme sur la période 2018-2022. Ce programme a subi, naturellement, le contre-choc du Covid-19 et donc, il doit être revu. Et les 3 axes ont été dégagés sur les 3 axes du PND également. Quand on veut, dans un premier temps, aujourd'hui, nous voulons renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale dans la paix. Nous voulons ensuite redynamiser l'emploi. Ça vous rappelle l'axe 1, l'axe 2 du PND. Et puis, la 3e, moderniser le Togo, c'est-à-dire tout le volet qui concerne aussi l'axe 3 du PND. Cela est construit autour de 36 projets avec 6 axes de réforme fondamentaux qui vont être véritablement structurants pour cette action-là. Et donc, nous prenons le PND que nous continuons à mettre en œuvre. Naturellement, il n'est pas abandonné du tout. Il va se réadapter aux chocs que nous avons subis. Mais en attendant, nous travaillons sur ces axes et ces axes vont nous conduire sur les 5 années du mandat du président de la République. Alors, quand on prend le premier axe, par exemple, qui est le renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale, il me semble qu'il y a ici, c'est les questions de santé, les questions d'éducation et autres. On peut présenter, par exemple, la question de santé, la question d'éducation comme les parents pauvres de la politique du président Faure Gnassingbé, par exemple. Alors, cet axe apporte effectivement une réponse à ce que nos compatriotes nous ont souvent réclamé. Vous savez, le tissu sanitaire et social de notre pays a souffert de nos crises passées. Je crois qu'aujourd'hui, le bilan fait, tout le monde connaît un peu le tableau qui se présente naturellement. Le président de la République a commencé sous le précédent mandat, que nous avons intitulé mandat social, à travailler sur ces chantiers. Aujourd'hui, il s'agit de les consolider, de les renforcer. C'est pour ça que le mot vient en renforcer. Il ne s'agit pas d'inventer, mais de renforcer quelque chose qui existe déjà. Donc, naturellement, la santé et l'éducation sont au cœur. La couverture aux maladies universelles pour tous,
sera une réalité. Et c'est pour ça que nous avons lancé une identité biométrique pour nous permettre d'identifier les cibles potentielles et que tout le monde soit couvert par cette couverture maladie universelle. La question de l'éducation, vous l'avez évoqué également, est renforcée. Aujourd'hui, nous travaillons sur un pôle. Et vous avez noté, par exemple, que le professeur Kokoroko obtient un grand ministère de l'enseignement primaire, secondaire, mais également technique. C'est-à-dire la nécessité d'harmoniser les curricula de formation et de faire en sorte qu'on aille vers une véritable professionnalisation. Et dans le sens de la professionnalisation, naturellement, on s'appuie sur les instituts de formation en alternance pour le développement, les IFAD que nous avons. Nous avons pour objectif d'en construire une dizaine dans cette période-là et qui viendront renforcer 3 collèges universitaires supplémentaires. Donc, au fond, quand on prend les programmes de santé, les programmes d'éducation, ils sont pris en charge dans ce volet. Mais on peut y rajouter également, par exemple, des soucis liés, par exemple, à la question de l'accès à l'eau potable. Oui. Vous savez que depuis 2006, nous avions un taux d'accès environ 36%. En 2019, nous sommes montés à 57%. Et puis aujourd'hui, notre objectif, c'est d'arriver à 85% de couverture et d'accès à l'eau potable. Pareil pour l'électricité, passer à un objectif de 75%. Aujourd'hui, nous avons dépassé plus de 50%. Et l'idée, c'est d'arriver à 75% à terme. Donc, au fond, c'est un volet qui est vraiment, véritablement porteur des questions liées à l'investissement sur le capital humain et à la solidarité. Solidarité intergénérationnelle, solidarité les uns vis-à-vis des autres. Quand je prends spécifiquement, par exemple, la question de la santé, moi, je me réfère toujours à un sondage publié par Afrobaromètre il y a 4 ou 5 ans qui disait que la santé est devenue la préoccupation première des Togolais. Mais on n'a pas l'impression d'avoir une réponse adaptée. Nous avons les mêmes structures qui, pour la plupart, sont très vétustes. Un hôpital de référence, monsieur le ministre, est annoncé. Il peine à sortir de terre. Est-ce qu'il faut attendre un miracle de ce côté? Il y aura un miracle important. Et c'est pour cela que nous avons confié, le président de la République a confié à une de nos collègues, qui est elle-même spécialiste de la santé, Madame Assi Memessine, le rôle de faire en sorte que nous ayons un accès à la santé pour tous. L'intitulé de ce ministère délégué parle tout seul. Mais l'accès à la santé pour tous, c'est 2 volets. C'est d'abord, rapprocher les centres de santé de nos concitoyens et leur donner en deuxième position. Donc, revoir la cartographie de nos centres de santé, l'amélioration de la graduation également. Vous avez évoqué les Saint-Pérégrins sur lesquels un certain nombre de mes amis ne m'ont pas fait beaucoup de cadeaux ces derniers temps. Mais tout le monde voit les aléas du Covid-19 qui nous ont mis un peu en difficulté sur ce calendrier qui était véritablement voulu, qui était souhaité. Et puis le second volet, c'est améliorer la qualité du soin de santé. On a beaucoup parlé dans un passé récent de la pauvreté de nos plateaux techniques. Aujourd'hui, le président de la République a pris les taureaux par les cornes en disant nous allons renforcer tous les plateaux techniques. Nous allons réhabiliter. Aujourd'hui, les travaux sont en cours de réhabilitation d'un certain nombre de centres à l'intérieur du pays. Saint-Pérégrin va être complètement relancé maintenant que les frontières sont ouvertes et que les experts internationaux qui travaillent là-dessus et qui sont repartis chez eux malheureusement avec la fermeture des frontières au mois de mars seront bientôt de retour. Et donc nous allons accélérer ce chantier de l'hôpital de référence avec tous les pôles qui entourent cet hôpital de référence. Donc c'est un souci majeur. Accès à la santé à moindre coût avec une couverture santé, amélioration des structures existantes, équipement renforcé. Rappelez-vous, nous avons adopté il n'y a pas très longtemps une loi sur le nucléaire. Mais on oublie toujours de donner l'intitulé complet. C'est le nucléaire et tout ce qui est ionisant. Et c'était pour nous donner le cadre juridique d'installation de nouveaux appareillages, comme les scanners, dont on a beaucoup parlé également. Et le président de la République en a commandé depuis le mois de mars dernier de nouveaux scanners pour toutes nos régions. Il y en a 2 au moins par région, plus ceux qui seront installés à Lomé. Mais enfin, dans un prochain temps, ma collègue Assi prendra la parole. Nous organisons sa prise de parole sur le sujet. C'est un sujet qui intéresse nos compatriotes et sur lequel elle voudra donner véritablement comment elle organise la prise en main de ce chantier-là, qui est un chantier prioritaire du président de la République. Le deuxième axe création d'emplois, ça intéresse beaucoup de personnes. Dans le PND 2018-2022, il était prévu 500 000 emplois qui allaient être créés. On sait que le contexte de la pandémie a agi sur la réalisation de ces objectifs. Mais est-ce qu'on peut quand même espérer dans ce nouveau mandat du président de la République qu'en termes de création d'emplois, on ait quelque chose de quantitatif et dans un délai raisonnable? Alors la bonne nouvelle, ce n'est peut-être pas perçu par tout le monde. Nous avons subi, c'est vrai, ce contre-coup du coronavirus. Mais malgré ce contexte difficile, sanitaire difficile, sous le PND déjà, nous avons réalisé 200 000 emplois directs et indirects. 200 000. 200 000 emplois directs et indirects ont été créés.
Et ensuite, nous allons compléter naturellement en différant nos objectifs et les délais de 2022 ne sont plus tenables. Je crois que ça, c'est évident pour tout le monde. Et nous allons accroître cela en nous appuyant sur quoi? D'abord, un renforcement aujourd'hui de tout ce qui est très petite et moyenne entreprise. Donner les moyens de l'autonomisation aux jeunes. Faire en sorte que les secteurs culturels, par exemple, tous les acteurs culturels, les acteurs touristiques, qui ont beaucoup souffert du contre-coup de cette coronavirus-là, et puis les acteurs sportifs, soient également pris en compte. Nous nous appuyons sur un pilier fondamental de notre économie, c'est l'agriculture. Où aujourd'hui, le président de la République a souhaité que cette agriculture-là aille vers une mécanisation accélérée. Et nous renforçons tous les PME, PMI agricoles aujourd'hui. Troisième volet, il faut bien évidemment exporter l'accroissement de production qui va se faire et il a délégué un ministère entier pour s'occuper du désenclavement. Le désenclavement, c'est-à-dire la création d'ouverture de pistes, d'accès de routes et il est prévu 4000 km de pistes qui seront faites dans cette période-là, de sorte que nous soyons accessibles de tout partout dans notre pays. À côté de cela, nous exploitons tout le potentiel maritime que nous avons. Nous avons lancé l'axe 1 du PND sur la création d'un centre d'affaires de premier ordre et avoir un appui logistique sur le Grand Lomé à partir du port de Lomé. Mais nous allons exploiter tout le bassin maritime que nous avons. C'est pour ça que nous avons créé pour la première fois au Togo un ministère de l'économie maritime, chargé aussi des pêches, mais de la protection côtière avec. Pourquoi la protection côtière? Parce que nous avons une très belle côte et que nous devons exploiter tout le potentiel touristique et culturel de cette côte-là. Et avec un accès à la mer formidable, puisque nous sommes l'une des meilleures plages de l'Afrique de l'Ouest. Et à côté de ces mécanismes que nous connaissons traditionnellement, nous nous appuyons évidemment sur la production, les plateformes industrielles qui sont liées à l'exploitation de la mer. Vous savez, par exemple, on a lancé la plateforme industrielle d'Aritikope aujourd'hui, qui va également être producteur d'emplois. Donc, pour renforcer ce mécanisme, le secteur du transport est pris en charge. Parce qu'il faut ensuite, à partir du port de Lomé, Lomé sert de colonne vertébrale vers l'Interland et vers les pays de l'Interland, le Burkina, le Mali, le Niger, le dédoublement de la nationale, et la nationale devient automatiquement ce que nous appelons l'autoroute de l'unité. Mais vous n'a pas échappé que nous avons aussi lancé parallèlement la route Lomé-Balimé, qui va nous permettre vers l'ouest d'ouvrir en même temps que celle Lomé, frontière avec le Bénin, est en travaux également. Donc nous ouvrons à la fois sur la gauche et la droite, mais également en face de nous, le Togo s'ouvre à la sous-région, ouvre des opportunités à nos jeunes vers la sous-région, et il me semble que tout cela doit pouvoir tracter l'emploi. Mais nous avons adopté un nouveau code de l'investissement qui va nous permettre donc d'être plus attractifs. Le code du travail fait partie des réformes, des 6 réformes que j'ai évoquées. Ils seront adoptés, à mon avis, dans les jours à venir. Nous avons déjà fini les travaux en commission, de sorte à redonner de l'attractivité à nos emplois et à notre pays pour que les jeunes puissent trouver du travail. C'est un point clé de la politique du chef de l'État, la prise en charge professionnelle, la prise en charge de l'emploi des jeunes. Puisqu'on parle d'emploi, c'est bien de créer, vous avez parlé de 200 000 emplois créés, mais leur qualité, ça pose aussi problème, parce que la décence de l'emploi est un enjeu aussi au Togo. Il y a beaucoup de sous-emplois. Alors, vous avez évoqué la question, et ça nous appelle par exemple la question du SMIC, qui n'est pas toujours appliqué partout. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social va rouvrir une discussion avec tous les partenaires sociaux sur la question, mais après l'adoption du nouveau code du travail. Puisque le nouveau code du travail a mis de nouvelles garanties sur l'emploi. Autant nous le rendons attractif, autant nous sécurisons les emplois, autant nous les rendons beaucoup plus décents, avec de nouvelles normes qui sont intégrées. Avec un SMIC plus revu? Oui, c'est revu complètement. On est en train d'adopter un nouveau code du travail. Le SMIC revu, 35 000, c'est plus adapté au... Alors aujourd'hui, le SMIC, il est plutôt tout 38 000 et poussières. 38 000 et poussières, mais il va faire l'objet naturellement d'une discussion. Vous savez, c'est pas l'État qui fixe tout seul le SMIC. Il le fixe avec les patrons, avec les syndicats. Il y a une discussion qui s'ouvre. Et si le ministère du Travail a changé de nom pour rajouter au lieu de la protection sociale, on l'a transformé en dialogue social, c'est qu'il faut animer en permanence ces échanges avec ces acteurs-là. Et la question du SMIC, naturellement, fait partie des sujets qui vont entrer dans ce dialogue social, qui seront menés par le ministre Barbara. Troisième axe, moderniser le pays et renforcer ses structures. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, quand on entend surtout moderniser le pays, c'est renforcer toutes nos structures nouvelles, et en particulier les structures résilientes. Nous avons évoqué les questions sociales, les hôpitaux, mais toutes les structures qui sont porteuses sur l'être humain. Alors, il ne s'agit pas de structures de l'État, Assemblée nationale, gouvernement. Ces réformes, les avons faites en 2019.
pour l'essentiel, elles sont closes, mais les institutions continuent à se renouveler dans leur rythme normal, à s'améliorer dans leur rythme normal. Aujourd'hui, les grandes institutions de l'État, celles avec lesquelles je suis en relation, sont plutôt aujourd'hui dans l'adoption de plans stratégiques pour leur amélioration. Et donc, les structures dont nous parlons ici, ce sont les structures sociales, les structures sanitaires, les structures économiques, qui permettent à notre État de véritablement décoller sur le plan économique. Le mandat, il est axé sur le social et sur l'économie. Et vous verrez que là, le libellé même de ces 3 points est plus axé sur ces questions que sur les questions politico-politiciennes. Oui, justement, j'allais vous demander cela. Quand j'ai lu un peu la déclaration de politique générale, j'ai vu comme si les questions politiques étaient plutôt sous-jacentes. Parce qu'au fond, aujourd'hui, et quand on prend la grande réforme qui a été faite l'année dernière, aujourd'hui, les questions politiques sont des questions normales. Qui doivent se débattre normalement. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un point 4 d'un programme de gouvernement. Parce que la vie des partis politiques, les libertés fondamentales que nous avons encore à charge, doivent être animées de façon absolument naturelle avec les institutions qui existent, dans le cadre des institutions qui existent. Vous avez vu que nous avons une vie parlementaire très dynamique et très agréable aujourd'hui. Il y a un dialogue qui se tient, mais même avec les extra-parlementaires également. Il faut qu'on rentre dans la normalité de ce fonctionnement politique et qu'il n'y ait pas toujours un appendice politique qui vienne prendre le temps du développement et les moyens du développement. Rappelez-vous que cela nous a déjà coûté très cher par le passé d'avoir mis trop d'accent sur la politique. La vie togolaise est apaisée aujourd'hui. Les aléas que nous craignons aujourd'hui, les chocs sont plus d'ordre sécuritaire liés à la sous-région. Vous avez vu que nous avons, encore une fois, montré combien les dames peuvent nous sécuriser en nommant une femme à la tête des armées. Avec une nouvelle politique, parce que nous allons adopter, encore une fois, pour la première fois au Togo, une loi de programmation militaire, qui va nous permettre donc d'avoir les moyens de notre défense, d'assurer le cadre dans lequel le développement que nous avons annoncé sur les 3 points qui ont été évoqués tantôt va pouvoir se réaliser pour ce qui concerne notre pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les questions de liberté publique, liberté politique, liberté d'opinion que nous avons connues par le passé aujourd'hui sont régulées de façon tout à fait naturelle et la vie des partis politiques avec. Alors, quand je lisais un peu la déclaration de politique générale, j'ai vu l'absence d'une chose qui est très reprochée au gouvernement, c'est l'absence de calendrier. Tout ça, c'est très bien, mais ça va se faire dans quel délai? C'est inscrit dans les 5 ans que les Togolais ont confié au président de la République? Absolument. C'est un programme qui se développe sur le quinquennat. Mais il va être séquencé. Aujourd'hui, ce séquençage ne se retrouve pas vraiment dans la déclaration. Alors, parce que c'est un exercice parlementaire et donc il n'a pas vocation à détailler le calendrier d'exécution des 30 ministères que nous avons et de toutes les autres agences qui vont accompagner l'État dans la réalisation. Mais le gouvernement prévoit un séminaire gouvernemental qui va se tenir ce week-end ou début de semaine prochaine au plus tard. Aujourd'hui, tous les ministres ont reçu de Madame le Premier ministre une feuille de route. Ils vont décliner avec leurs collaborateurs, en tenant compte de leur champ de compétences, cette feuille de route avec un chronogramme appuyé. Nous reviendrons vers vous. Parce que je voulais le dire, les porte-paroles, nous aurons l'occasion de rencontrer la presse pour développer ensemble, parce que sur le porte-parole, nous sommes partenaires. Et pour vous donner copie de tous ces chronogrammes d'exécution, ministère par ministère, et puis de faire en sorte que vous soyez également avec nous, vous assurez un suivi avec nous. De sorte qu'on a un suivi citoyen, un suivi par la presse, un suivi par nos compatriotes, et sur des résultats précis, à date précise. Donc, au fond, ces éléments, vous les aurez à partir de la semaine prochaine, une fois que tous les ministères auront déjà développé leur propre plan de mise en œuvre, plan d'action individuel, et qui seront mis à votre disposition, bien naturellement. Il ne s'agit pas de documents secrets, ce sont des documents qui sont dans l'ordre public et qui vont nous servir tous à nous mettre un peu plus la pression. Alors, donc, on vous suivra à l'œuvre. Un autre point qui concerne aussi le gouvernement de façon globale, c'est 100% unir. Vous assumez? Alors, je ne sais pas s'il est vraiment 100% uni, parce que c'est un élément que je n'ai pas vérifié personnellement. Mais peut-être que vous n'y voyez pas des personnalités de l'opposition habituelles, celles qui sont les plus connues. Mais on a des personnalités de la société civile qui y sont dans ce gouvernement-là. Mais vous savez, nous avons fait le choix d'une démocratie majoritaire. Avec une opposition, avec un gouvernement qui dirige. Donc là, vous faites du winner takes all. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, puisqu'il y a de la société civile qui n'est pas en compétition, ni sur les élections présidentielles, ni sur les élections locales avec nous. Mais il me semble que le gouvernement est ouvert. Le président a toujours montré sa volonté d'ouverture vers l'ensemble des acteurs politiques togolais qui souhaitent travailler. C'est pour ça que, même dans le statut de l'opposition, nous avons laissé la possibilité à des personnalités compétentes qui souhaitent contribuer à l'avancement du pays de pouvoir participer à toutes les institutions de la République. Alors,
Dans la formation d'un gouvernement, bien évidemment, je ne saurais vous dire les secrets qui guident, puisque le président de la République forme son gouvernement sur proposition de son Premier ministre. Peut-être qu'ils auront l'occasion un jour de vous dire quelles ont été les tractations qui ont abouti à l'équipe actuelle. Mais il me semble qu'il n'y a jamais eu une volonté ni d'écarter, ni d'exclure. Et que le gouvernement reste toujours ouvert à tout moment à tout citoyen togolais. Ça veut dire que ce sont les autres qui ont refusé de venir au gouvernement? Je ne dirais pas ça. Il y a vos partenaires de l'UFC, par exemple. L'UFC n'est pas notre partenaire. L'UFC est le chef de file de l'opposition. Il y a un accord politique? Non, il y avait eu un accord politique entre l'UFC et le RPT de l'époque qui a disparu de la cartographie politique togolaise depuis. Mais l'UFC joue aujourd'hui son rôle fondamental. Et ça, c'est ce que je voudrais véritablement souligner. Quand vous voyez, par exemple, l'honorable député Sénat et puis en tant que chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, il assume sa place. Prenez par exemple l'honorable Djerita Ama, que vous connaissez très bien. Quand il intervient à l'Assemblée nationale, on ne peut pas douter de sa contribution à l'amélioration de la démocratie dans notre pays. Donc ce rôle-là est un rôle également constitutionnel qui est assumé par chacun dans sa position. Et je note, par exemple, peut-être que les uns et les autres ne savent pas, que les présidents de groupes parlementaires au Togo ont rang de secrétaire d'État. Et donc, naturellement, les privilèges de la République, si on veut le dire, ne sont pas réservés à quelques-uns. Ils sont assumés par tous, chacun dans son rôle. Une fois encore, je ne saurais vous dire quelles sont les tractations qui ont abouti à l'élaboration du gouvernement. C'est le secret du président de la République, de son Premier ministre et bien évidemment de Dieu. Comment on va qualifier ce gouvernement, monsieur le ministre? Gouvernement de mission, d'engagement, de combat, comment on le qualifie? À mon avis, un peu de tout ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les ministres élaboraient un plan d'action pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Donc, il y a une mission qui est confiée à chacun d'entre nous. Mais en même temps, nous réalisons un engagement qui a été pris aussi pendant les élections présidentielles dont nous sortons à peine. Et donc, c'est à la fois un gouvernement d'engagement, c'est à la fois un gouvernement de mission, c'est aussi un gouvernement de combat. Parce qu'il intervient dans un contexte sanitaire difficile, dans un contexte sécuritaire difficile. Et il faut s'armer de la patience, mais aussi de la puissance nécessaire à faire une bonne politique dans un contexte aussi difficile. Et ça fait que nous devons interpeller l'ensemble de nos concitoyens. La réalisation des 3 objectifs n'est pas seulement la chose du gouvernement. Et c'est peut-être pour cela qu'on nous a également confié l'éducation à la citoyenneté. La notion de citoyenneté, c'est la participation individuelle spontanée à la conduite des affaires de notre pays, en étant civique, en respectant les rues, en ne bouchant pas les caniveaux, en respectant, en n'exagérant pas, en ne fraudant pas sur la sécurité sociale qui va être mise en place, de sorte que nous puissions dégager les ressources nécessaires pour continuer à assumer le bien individuel de chacun d'entre nous et donc le bien collectif. Alors, toutes ces ambitions que le gouvernement a, c'est noble, c'est bien grand. Vous trouvez les moyens comment pour les réaliser? D'une part, pour tout ce qui concerne l'emploi et les volets, disons, d'investissement, naturellement, le secteur privé est sollicité. C'est pour ça que nous avons fait un code de l'investissement intéressant. Qu'aujourd'hui, nous mettons les moyens d'accompagnement à la résilience de toutes nos entreprises. J'avais invoqué pendant la crise qu'il y avait 4 500 milliards qui étaient mis en disposition par semaine pour aider les petites entreprises à se relever, les banques également et la microfinance. Nous lançons aujourd'hui une nouvelle loi sur l'inclusion sociale pour donner les moyens de l'autonomisation, c'est-à-dire de l'investissement, pour dire les choses simplement, pour permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir devenir des petits patrons et de pouvoir grandir ensuite à leur propre charge. L'État apporte une contribution. Et d'une certaine manière, le rebasage du PIB que nous avons fait nous permet donc aussi de dégager des ressources et nous donne une meilleure capacité sur le marché de l'emprunt pour pouvoir apporter des capitaux de l'État. Mais ça veut dire aussi que nous devons faire une bonne gouvernance des ressources qui existent. La lutte contre la corruption, notamment. Absolument. Et sur le volet de la lutte contre la corruption, Raplucia va bientôt être recomposé également, de sorte à redonner les moyens nécessaires au combat contre la corruption. Il n'y a plus de fuite acceptable dans notre pays sur les questions de gestion des données publiques. Nous avons de grandes ambitions, pour l'instant de petits moyens. Nous devons colmater toutes les fuites, de sorte à mobiliser les grands moyens pour les grands combats qui nous attendent. Monsieur le ministre, on est à la fin de cet entretien. Je voudrais, sur une dernière question, vous enquiquiner un peu. J'aurais aimé vous voir arriver en local, monsieur le ministre. Le mois de la consommation locale, j'aurais aimé vous voir arriver en local. Alors, je dois être sincère avec vous. J'ai hésité à le faire. Je me suis dit, comme je viens devant Samuel et qu'il a l'habitude de m'enquiquiner, que me dira-t-il? Et donc, j'ai fait le choix du classicisme. Mais je vous promets que le local, c'est mon habitude. Et je crois que vous avez l'occasion de me voir. Si vous repassez toutes vos émissions, j'ai l'habitude du local. Mais surtout, je vais vous dire pourquoi j'ai l'habitude du local. C'est pas seulement parce que c'est un effet de mode. Nous avons de très bons stylistes au Togo. Des gens qui font un travail formidable. Et je vous assure que quand ils font des productions que nous achetons, que nous les mettons, nous sommes d'abord fiers de porter ce que nos compatriotes ont fait, avant de nous trouver nous-mêmes très beaux dans ce que nous portons. Et ça, je voudrais encourager les uns les autres à aller vers eux. Alors,
comme ne sont pas très nombreux à consommer leurs produits, ça peut paraître cher. Oui. Alors, vous m'excusez de faire ma page de pub de nos compatriotes. Peut-être que nous devons acheter un peu plus, ça les forcera à baisser aussi les prix. C'est la quantité qui fait que le prix devient abordable. Donc allons vers ces hommes et ces femmes qui sont inventifs, qui créent chaque jour. Nous avons dit tout à l'heure que les acteurs culturels, ils font partie de cela. Hein, les acteurs culturels qui inventent la beauté chez nous font un travail formidable. Soutenons-les. Christian Trimois, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Salut. Ministre des Droits de l'Homme, de l'Éducation et de la Citoyenneté, chargé des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement. Voilà la pause. On suit ensemble le journal et puis on revient pour Regard croisé.